Donc bonjour à tous et merci d'être là. Je vais dire deux mots sur, c'était peut-être pas sur le programme, mais je vais redire deux mots sur ce qu'est le bureau des techniciens et des techniciennes. Le bureau des techniciens, c'est vous et nous. Et pour ceux qui sont nouveaux, qui ont peu fréquenté le bureau des techniciens, on essaye de se retrouver régulièrement pendant l'année, soit dans des moments qui sont des moments de convivialité, soit des moments plus thématiques. On est trois référents, quatre référents, mais on a les mêmes plannings que vous, c'est-à-dire parfois pas du tout là, parfois assez présent. Et on pense ce sera plus facile de gérer ce bureau si on est un peu plus nombreux. Donc c'est un appel que je vous fais. S'il y a des gens qui sont intéressés pour s'investir, même si dans un premier temps c'est plutôt à titre d'observateur, et puis peut-être s'investir dans le concret de l'organisation de ces bureaux un peu plus tard, on est preneur pour accueillir des nouvelles personnes au titre de référent. On est trois chefs op pour l'instant. Il y a une assistante réa, une personne qui est repéreur. Donc, si jamais il y a des gens du son, des gens de la post-prod qui se sentent intéressés pour s'investir, on est bienvenus. Après, si c'est encore des chefs op, ils sont aussi bienvenus. Voilà ce qu'on a un peu prévu pour l'année, mais évidemment, ça va changer en fonction de vos envies à vous et des envies des gens qui vont nous retrouver au niveau des référents. En octobre, on a prévu une rencontre avec le BAT, donc la date est en train de se caler avec Pauline. L'idée, vous connaissez le principe, c'est de voir un petit peu quels sont les projets qui vont arriver sur le territoire. En novembre, on va faire une lecture technique d'un projet de Céline Novelle. Donc je vais chercher à cette occasion un assistant réalisateur, un décorateur, un ingénieur du son et un opérateur image pour pouvoir préparer cette lecture en amont. Il y aura de la place pour les auditeurs libres pour pouvoir assister à cette lecture technique et y contribuer sur le moment. Mais en tout cas, on va chercher 4 personnes qui vont s'y coller un peu plus précisément. Donc il y aura un mail qui va passer dans quelques jours, mais dès maintenant, si ça vous intéresse, ça aura lieu le 16 novembre. Et donc d'ici là, il y aura lecture de scénario, quelques coups de fil. En janvier, on essaiera de faire un apéritif convivial pendant premier plan. Peut-être que la plateforme en tant que telle lancera la date en son nom, mais en tout cas, nous, au niveau du bureau des techniciens, ce sera notre rendez-vous de janvier, ce sera à premier plan. Moi, j'habite à Angers, et je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont à Angers qui ne font pas forcément la navette entre Angers et Nantes, donc ce sera l'occasion de les rencontrer. On essaiera aussi d'être présent sur d'autres festivals en mai-juin, peut-être zone portuaire, voilà. Et puis sur le reste, c'est pas encore calé parce que c'est que des idées qu'on a, mais on vous les livre comme ça pour les mois où il n'y a encore rien, c'est-à-dire décembre, février, mars, avril. Il y aurait une rencontre peut-être avec les studios du Puy du Fou, une réflexion autour des tournages à l'étranger en France. Et puis, on imaginait faire quelque chose autour du workflow, l'importance de préparer le workflow en amont des tournages, et puis donc, en gros, voir comment ça communique entre le tournage et la post-prod. Voilà, ça ferait beaucoup de rendez-vous. Peut-être qu'on n'arrivera pas à tout mettre en œuvre, mais en tout cas, on a bien envie que cette année soit plus chargée en événements que l'année passée pour se retrouver, parce qu'on sait que voilà, nos plannings sont ce qu'ils sont, et donc on peut aussi rater trois fois le bureau des techniciens et puis rapidement ne pas venir du tout à la plateforme pendant un an s'il n'y a que 3 événements dans l'année. Deuxième point que je voudrais aborder, c'est le règlement d'intervention. Donc en ce moment, ça a été un peu évoqué tout à l'heure pendant la présentation, mais il y a quelque chose de très important pour nous qui est en train de se passer au niveau de la région. C'est le règlement d'intervention qui en gros est le règlement qui cadre les subventions données par la région pour le cinéma en l'occurrence. Et ce règlement d'intervention est vraiment le levier politique pour développer la filière. C'est quelque chose d'extrêmement important. Ça a commencé à se faire un peu sans la profession. On rattrape un petit peu le train en marche, surtout les producteurs. Quand on en parle aux collègues techniciens, souvent les gens se sentent un peu loin de ces questions-là. Or, c'est primordial de comprendre comment ça marche, de s'y investir et de peser parce que ça influe directement sur nos pratiques professionnelles. Donc, les bureaux se sont organisés pour réfléchir à ces choses-là et il y a donc les producteurs d'un côté et tous les autres bureaux de l'autre à travers ce qu'on appelle un interbureau. Cet interbureau est ouvert à tout le monde. Donc, si vous voulez participer aux discussions, je vous promets, c'est un peu aride, mais c'est vraiment intéressant et il n'y a rien de tel que pour comprendre que de s'y coller.
je vous invite à revenir vers moi et je vous remettrai dans les mails. Bon, alors on va parler du com. Donc, je vous invite à nous rejoindre, Olivier et Charlotte, qui sont donc respectivement délégués antenne et contenu France 3 Pays de la Loire pour Olivier Brumelot et chargé de coproduction TVR TVRN pour Charlotte Avignon, si c'est bien ça. Et donc on était content de parler de com avec vous, même si de nouveau c'est peut-être un sujet qui vous semble aride a priori, mais qui, comme le règlement d'intervention, agit directement sur nos pratiques professionnelles. On va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui. Et donc il y aura peut-être Henri Puzillou qui nous rejoindra le plus vite possible parce qu'il est pris, qui lui est prestataire technique en région Bretagne. Il est monteur son et mixeur son au studio L'Oreille du Chat à Rennes, qui était un des premiers prestataires identifiés dans le premier com de Bretagne. Voilà, donc on va essayer de réfléchir ensemble avec vos questions aussi. On va essayer de faire un premier tour d'horizon de ce qu'est le com, de l'intérêt qu'on peut y trouver. Et puis ensuite, on fera appel à vos questions pour nourrir le débat. Et ce que je proposais, c'était moi de définir ce qu'était un com. Moi qui ne savais pas la semaine dernière exactement ce que c'était, qui essayait de comprendre et tout ça. Parce que depuis que je suis dans le coin, j'entends toujours dire ce serait super qu'il y ait un com. Donc moi j'ai adhéré à cette idée que ce serait super qu'il y ait un com. Concrètement, ce que ça restait un petit peu obscur. Et donc ce que j'ai compris, c'est que si vous connaissez un petit peu le fonctionnement du financement des programmes de télévision par le CNC, il y a le CNC abonde selon différents guichets, à condition qu'il y ait des achats par les chaînes, et les montants qui sont donnés par le CNC, par le COSIC notamment, sont conditionnés sont calculés par rapport à l'apport des chaînes, de manière à ce qu'il y ait un équilibre entre l'argent public et l'argent privé. Et les petites chaînes locales, souvent, n'avaient pas la possibilité de mettre en cash beaucoup d'argent, et elles mettaient beaucoup d'industrie. Dans les années 2010, les conditions du CNC se sont raidies, et le CNC a considéré que ces apports en industrie étaient parfois factices, ou en tout cas insuffisants, et qu'il fallait que les films se fassent avec davantage de cash. Et donc, dans certaines régions, les chaînes se sont, au départ plutôt les chaînes locales hors France 3, se sont rassemblées et ont dit, nous on va se mettre ensemble pour pouvoir faire des achats groupés, si on peut dire ça comme ça, de manière à pouvoir déclencher le COSIP dans des conditions plus favorables que quand on était toute seule et qu'on disait qu'il y avait tant de post-prod, alors qu'en fait la post-prod... Donc c'est... alors que la post-prod, vous pouvez même pas se faire dans les chaînes. Donc moi j'ai défini ça un peu comme ça, c'est un dispositif de préachat de programme par les chaînes locales qui est abondé à la fois par la région, le CNC et les chaînes locales. Et le com, il est défini pour 2 ou 3 ans. Il a des critères qui sont de nouveau des critères d'orientation politique de la région et j'imagine des chaînes qui contribuent à l'élaboration de ces critères pour orienter la filière dans telle ou telle direction. Donc par exemple en Bretagne, il est mentionné la question de la langue bretonne parce que c'était important pour les Bretons qu'il y ait une partie qui soit en breton. Voilà, les programmes, ça peut être du documentaire, de la fiction, du court, du long, ou même de la série ou du web. Donc ce fonds qui est doté donc, par un contrat entre la région et le CNC est en partie fléché vers des industries techniques qui garantissent qu'effectivement la post-prod a lieu. Voilà. Et j'imagine que ça c'est considéré comme du cash, même si à l'arrivée c'est... c'est valorisé dans le cadre du financement des films. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai à peu près compris et je vous laisse dire ce qui est imprécis. Voilà, merci. Non, juste pour rebondir sur ce que tu dis, donc la version, comme on va peut-être déployer l'acronyme, contrat d'objectifs et de moyens. C'est pas de la com, c'est un contrat d'objectifs et de moyens, une convention d'objectifs et de moyens. Tu as raison de souligner la vertu d'un contrat d'objectifs et de moyens signé entre une collectivité, une région, le CNC, donc le ministère de la Culture, pour favoriser la production avec des retombées positives sur le local. Il faut savoir que des contrats d'objectifs et de moyens sans le CNC existent. Il y en a un, et il y en a même plusieurs d'ailleurs en Pays de la Loire, et j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, parce que
c'est quelque chose qui existe et que, pour ma part, avec l'appui d'autres, on souhaite vraiment voir évoluer vers cette forme plus vertueuse. Voilà. Mais schématiquement, tu l'as dit, l'idée est de pouvoir doter des diffuseurs, les diffuseurs locaux. Ne prenons pas l'exemple de France 3 dans l'immédiat, mais plutôt effectivement les chaînes locales, de moyens d'intervention dont ils ne disposent pas. Hein, c'est effectivement ce que tu disais pour le COSIP, c'est de les doter par exemple d'une surface d'intervention financière qui leur permet de satisfaire au financement minimal demandé par le CNC, par exemple dans le cadre du film documentaire, qui équivaut à 200 € la minute, soit 12 000 € l'heure, et les fameux 10 400 € pour les 52 minutes dont vous avez peut-être entendu parler. Voilà, donc pour compléter ce que tu as pu dire. En Pays de la Loire, ici, donc, il y a un com France 3, je vous en reparlerai tout à l'heure, comment il fonctionne et comment, à mes yeux, il devrait fonctionner, ou il pourrait fonctionner. Et ça, après, on rentre dans des questions de vision politique. Hein. C'est pas les chaînes qui décident de faire un com. C'est à un moment donné une collectivité, donc une vision politique qui s'exerce et qui dit, voilà, il faut qu'on aille de l'avant, il faut que, c'est un des moyens, c'est pas le seul, pour favoriser la filière, pour favoriser la diffusion, etc., etc. On a des exemples extrêmement vertueux autour de nous en Pays de la Loire, la Bretagne, et Charlotte va pouvoir nous en dire beaucoup plus. Pierre Dalloy, qui est là, qui représente Cyclic, pourra quand même nous dire utilement un mot de ce qui se fait en Centre-Val de Loire, parce qu'on est là aussi sur des budgets, je pense, qui pourraient être mobilisés en Pays de la Loire. La Bretagne crève tous les plafonds, et tant mieux pour vous. Et il y a aussi des choses en Nouvelle-Aquitaine, avec des sommes importantes. Ça existe également dans le Grand Est, je ne sais plus en PACA où ils en sont. Et Pays de la Loire et Normandie font partie des régions où, voilà, pour l'instant, ça n'existe pas sous cette forme. Il y a SICOM qui existe, je crois, voilà. depuis. Voilà. Ce qu'on a recensé l'année dernière. Oui. Ouais. Alors moi, j'aimerais savoir, peut-être à Charlotte, comment ça s'est passé, qui a été à l'initiative vraiment de ce com, parce que j'entends que ça part d'une volonté politique, mais est-ce que c'est vraiment une volonté politique un peu ex nihilo, ou est-ce que c'est quand même un regroupement de chaînes qui à un moment dit, bon ben voilà, il y a ce levier-là, est-ce que vous êtes allé voir la région, pousser un petit peu dans ce sens-là, est-ce que vous êtes adjoint peut-être des premiers prestataires pour appuyer ça, comment vous avez construit un peu le projet avec votre région? Alors, tu me poses une question compliquée pour commencer, parce que moi, je n'y étais pas. En revanche, je suis une ancienne de Film en Bretagne, et je pense que la fédération professionnelle, donc Film en Bretagne étant l'équivalent de la plateforme que vous avez ici, je pense que la mobilisation et le travail de la fédération professionnelle a pesé effectivement sur l'élaboration du com. Mais comme disait Olivier, c'est forcément une volonté politique, et donc en l'occurrence de la région Bretagne pour nous, de doter les chaînes de moyens de coproduction. Alors, il se trouve qu'en Bretagne, on avait déjà un outil favorable. Donc il y a TVR maintenant, qui est une télévision locale ancienne et solide, et sont apparus dans le paysage il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, deux autres chaînes locales adossées au Télégramme, qui sont TBO et TB Sud, donc les trois chaînes couvrant l'ensemble du territoire breton. Et donc le com s'est fondé au départ sur cette association, cette unité de programme des trois chaînes locales bretonnes. Donc il faut savoir qu'on est déjà dans la 13e année du com en Bretagne. Donc on dit c'est vrai qu'on est très bien doté. Hein, donc très bien doté précisément, ça veut dire une subvention de plus d'1,7 million qui vient de la région de Bretagne, qui est abondée évidemment en cash un peu par les chaînes, un peu en cash, pas mal quand même, mais surtout en industrie par les chaînes. Donc voilà, on a des moyens conséquents aujourd'hui, mais ça n'est pas. Voilà, le com est déjà une machine rodée et assez ancienne. D'ailleurs, je crois même, alors ça c'est purement administratif, mais je crois bien que le contrat qui lie les régions aux chaînes ne devrait plus s'appeler aujourd'hui un com. Mais comme c'est tellement pratique et ça parle à tout le monde qu'on a gardé l'acronyme. Donc voilà, mais qui a commencé? Je pense que c'est une rencontre de bonne volonté, mais c'est avant tout une volonté politique. Et la filière audiovisuelle et cinéma en Bretagne est assez ancienne. Elle est très bien, elle est organisée.
Et elle est l'interlocuteur de la région Bretagne depuis de nombreuses années. Donc c'est certainement plus facile. Les choses se sont faites assez logiquement de cette façon. Et à l'heure de ce troisième com, là, ça correspond à quel volume de production qui rentre dans ce com en termes de documentaire, fiction, de format, etc. Format, oui, un petit peu quelle est la topologie de ce qui est produit au travers du com? Alors, donc on a un programme annuel, je dirais même un programme triennal, hein, puisque les coms sont signés pour 3 ans, mais on réadapte. On a la chance d'avoir un discours, une conversation très fluide à la fois avec la filière via Film en Bretagne et avec la région. Donc on réadapte, les diffuseurs réadaptons d'année en année en fonction de ce qui nous est présenté, en fonction des ambitions, des souhaits de la filière. On réadapte un petit peu à la marge notre programme. Mais donc dans les grandes masses, on coproduit 23 documentaires par an. Donc quand je dis on, alors c'est là que ça devient un peu compliqué, parce qu'on est nombreux dans le com, vous dire déjà comment on fonctionne. Donc il y a les chaînes locales qui sont à la base de ce com historiquement. Et il y a quelques années, France 3 est venue rejoindre le com, ainsi qu'une web télé qui s'appelle BrésoWeb, donc qui est une web télé en langue bretonne, web télé au sens plein du terme, puisque c'est une télévision agréée par le CSA, et un média numérique associatif qui s'appelle Cube, édité par Brest Créatif, que vous connaissez sans doute. Si ce n'est pas le cas, je vous le conseille. Donc voilà, tous sommes tenus de coproduire ensemble et de diffuser ensemble. C'est-à-dire que nos comités sont pour la plupart des comités communs et nous choisissons les projets ensemble. Alors donc sur le documentaire, je vous dis 23 documentaires. Ensemble, France 3 et les chaînes locales soutiennent 10 documentaires. Et les chaînes locales seules, les 3 chaînes, soutiennent, elles, 13 documentaires. Donc voilà, pour un total de 23. On intervient également sur le court-métrage avec un volume de 10 films par an. Sur le long-métrage ou la fiction lourde, c'est-à-dire tout ce qui est projet de fiction web-série, fiction lourde, unitaire télé, donc hors court-métrage, avec 2 projets soutenus en développement, 2 projets soutenus en production dans l'année. On a un magazine culturel en coproduction avec France 3 aussi. Qu'est-ce qu'on soutient? Des captations de spectacles vivants. Voilà, c'est l'essentiel. Vous avez dit documentaire, fiction, magazine. Et des programmes fléchés en langue bretonne aussi. Donc voilà, c'est vraiment la trame, l'essentiel de notre programme. Et l'ancrage dans le territoire par rapport à ces productions, par exemple, comment se fait les choix? Est-ce qu'il faut remplir, on parlait de règlement d'intervention, est-ce que de la même manière vous avez une espèce de charte de choix? Est-ce qu'il faut que la production soit locale? Est-ce qu'il faut que le réalisateur soit local? Est-ce qu'il faut que l'équipe, les prestations soient locales? Ou est-ce que vous pouvez dire que vous aidez une production qui vient d'ailleurs, de France ou d'étranger, qui vient tourner sur le territoire? Ou alors est-ce que vous pouvez même complètement externaliser presque tournage et production et récupérer que la post-prod? Comment ça se passe le processus de décision? Alors, nous, on intervient en coproduction essentiellement, en pré-achat un peu à la marge, et on a deux lignes. C'est l'exposition du fait régional au sens large et le soutien à la filière. Donc peuvent être soutenues des sociétés de production extra-régionales dans la mesure où leur projet a trait à un lien avec le territoire. Donc voilà, on a l'entrée thématique essentiellement. On y déroge pour des premiers ou seconds films lorsqu'ils sont portés par des sociétés régionales. Mais c'est vrai que le fait régional, le lien au territoire est primordial, notamment dans le documentaire.
Bon, c'est moins vrai sur des projets de fiction, bien entendu. Et là, sur des projets de fiction, on accompagne des sociétés régionales. Et c'est ce collège de chaînes qui décide ce qui rentre dans ce processus-là, dans ce préachat. Dans ces coproductions, ce préachat, oui, tout à fait. Ouais, D'accord. ouais. Donc on a 5 à 6 comités annuels. Et les chaînes sont réunies. On est tous autour de la table avec France 3, avec Cube, avec Brésoé pour des projets en langue bretonne. Et il faut l'unanimité des chaînes. Ah oui. Voilà. Donc c'est-à-dire que sur les 10 documentaires qu'on engage avec France 3, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord autour de la table pour engager un soutien sur ce projet. Ouais, je crois que c'est intéressant de souligner que dans ce cas, effectivement, le pilotage éditorial du COM est confié à une instance qui est constituée des diffuseurs. Donc c'est pas le politique qui est là pour dire. Il peut être représenté en tant qu'observateur, comme ça se fait à peu près partout, à Cyclique par exemple, mais la décision d'engagement sur les critères qu'on peut citer par Charlotte, c'est bien effectivement les diffuseurs, donc ceux à qui l'argent est confié, qui décident. C'est important de le redire parce que dans d'autres cas où il n'y a pas le CNC, où le diffuseur se retrouve dans un face-à-face avec la collectivité, on verra tout à l'heure que bon, il y a une autre sans doute vision qui s'exerce, contre quoi évidemment il faut résister. Puis il y aurait un problème de cohérence du fait que c'est de l'argent qui est comptabilisé comme un apport privé aussi. Absolument, Et donc du coup qui doit l'intérêt, être à la seule discrétion Dans le plan de diffuseur. financement d'un documentaire qui est pris dans le cadre du COM, dans le plan de financement, il n'y a pas marqué apport région Bretagne. Ah, du tout. Marqué Non. apport TV Rennes. Encore une fois. Oui, et la collectivité n'a vraiment aucune velléité à intervenir à aucun moment que ce soit. Il n'y a aucune pression éditoriale. Donc en dehors de ce cadre programmatique sur les volumes, en début de... Pierre Dallois, donc pour Cyclique et comme le Centre Val-de-Loire. C'est important, je te vois deviner de la tête, donc tu as sans doute des choses également, ou un modulo peut-être à apporter. Non, je voulais juste te dire qu'effectivement, comme l'institution a quand même sa place, en ce sens qu'effectivement, sur le comité éditorial, le politique n'intervient pas et c'est libre choix aux chaînes, mais il y a une responsabilité quand même de l'institution, je pense notamment au niveau de la structuration de la filière. C'est-à-dire que ce qu'il faut aussi demander à l'institution, c'est qu'elle soit vigilante à la manière dont l'argent quand même qui est donné aux chaînes est ensuite redistribué, ou en tout cas à quelle manière en fait cet argent peut vraiment contribuer, soit à la filière technique, soit aux producteurs, soit aux auteurs. Et du coup, voilà, c'est le cas. Voilà. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un contrat d'objectifs et de moyens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à la collectivité de définir les objectifs qu'elle donne aux télédiffuseurs. C'est pour ça que quand vous posez la question de savoir si ou pas l'argent est attribué aux producteurs, aux régionaux, etc., ça, ce sont des critères d'éligibilité. Et ces critères d'éligibilité sont à définir conjointement entre télédiffuseurs et collectivités. Donc c'est en ce sens que je dis qu'effectivement les chaînes après gardent une ligne éditoriale libre, il n'y a pas d'ingérence à avoir là-dedans. Par contre la région est quand même là pour dire voilà comment je voudrais dépenser l'argent quoi. Si on finance je sais pas et on rend des comptes très précis. Et tu rends des comptes, c'est un comité de suivi aussi en fin d'année. Il y a un cas par exemple qui me vient à l'esprit là-dessus, c'est dans le Grand Est, avec un com relativement récent. Nombreux d'entre nous connaissent par exemple le rôle éminent qu'a une télévision comme Vosges TV sur la production documentaire de création, avec des documentaires. Dominique Renaud a signé des choses qui se passent tout autour du monde, au Mali, en Thaïlande, qui n'ont aucun lien avec le territoire régional, et ce qu'il va continuer à faire, ou son successeur, il part à la retraite. Mais dans le cadre du COM, où Vosges TV, comme Alsace 20, Canal 32, Télé Mirabel sont inclus, les projets qu'il choisit doivent effectivement témoigner, bien plus ou moins ténu, du fait régional. Donc on voit bien quand même qu'effectivement, la collectivité qui est à l'origine effectivement du protagonisme du COM exerce une vision et dit voilà, il faut quand même à un moment donné qu'on revienne un peu à la notion de territoire. Surtout ce COM est porté par des chaînes locales, dont c'est la ligne éditoriale. Ouais. Mais c'est vrai que contribuer à la structuration de la filière régionale, ça peut forcément avoir une vision purement régionaliste. Enfin, nous, par exemple, c'est ce qu'on défend. C'est-à-dire que, parce que dans le cas de Vosges TV, en fait,
on va dire le côté, sombre de la médaille. C'est que Gauche TV a toujours été réputé, un peu comme chez nous à BIP TV, pour une ligne éditoriale très forte, à côté des auteurs, pour des prises de risques artistiques réputées, avec de nombreuses étoiles à la SCAM, etc. Donc, ça a quand même aussi une vertu en termes de soutien à la création, quoi, parce qu'il y a ces chaînes-là qui permettent de soutenir des petits projets d'auteurs qui ne viennent pas forcément du territoire régional, mais qui permettent d'aider un auteur du Sud ou du Nord, ou peu importe. Voilà, il y a quand même un soutien, une véritable soutien à la diversité. Ça contribue aussi à l'attractivité territoriale d'un certain côté. Donc en fait, c'est juste l'équilibre, je trouve, à trouver sur le contrat d'objectifs et de moyens. C'est-à-dire ne pas en faire un dispositif qui soit purement régionaliste, où on va scléroser ou enfermer la filière sur elle-même, en disant, voilà, on va soutenir que des projets qui viennent que du territoire. L'idée est d'être attentif à ça, mais de garder quand même une porte d'ouverture, quoi. Parce qu'une filière régionale, on en discutera tout à l'heure, mais la vocation d'une filière régionale, c'est pas que de travailler en région, a priori. C'est de rayonner, c'est d'être en capacité d'avoir des liens avec d'autres territoires, avec pourquoi pas l'international, etc. Donc c'est juste l'équilibre-là qu'il faut trouver. Et c'est là où, je pense, la coopération avec la filière des professionnels est hyper importante. Parce que vous avez aussi des connaissances propres, vous savez les ressources que vous avez, vous savez comment vous pouvez les maximiser, les optimiser. Et voilà. Donc voilà. Je vais appeler Henri Puisy, donc sur l'oreille du chat. Bonjour Henri. Bonjour. Bonjour. Tout le monde te dit bonjour. Alors toi qui étais présent depuis le tout début du COM, tu étais fléché parmi les studios qui faisaient du son en montage ou mixage, peut-être uniquement mixage peut-être lors du premier COM. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai monté mon premier studio, c'était en 93, donc c'est pas tout jeune. Donc j'ai été identifié depuis longtemps dans le coin comme le gars qui avait monté un studio, voilà. Donc moi j'ai rencontré à l'époque, c'était pas aussi formel que ça. Enfin, je suis pas très doué dans les trucs, les réunions, toutes ces choses-là. Donc du coup, enfin bref. C'est Dominique Andouche à l'époque de TDRN qui m'a contacté, on se connaissait depuis longue date, et qui m'a dit voilà, on est en train de monter un truc là pour aider les films, etc. Donc on a discuté un petit peu, il m'a dit écoute, toi t'es identifié comme tel, et puis à l'époque il y avait Fred Hamelin, on était tous les deux un peu les deux piliers du truc à la base. Donc on a essayé de mettre une charte entre nous pour que les choses soient le mieux possible pour tout le monde. C'était pas très formel, ça se gérait en se voyant, en discutant entre nous comme ça, enfin c'est assez simple. Le com il est parti un peu comme ça, quoi. C'est parti tout doucement, tranquillement, comme voilà, c'était pas très très cadré, enfin c'était pas aussi formel que ça peut l'être aujourd'hui, quoi. C'était beaucoup plus c'était beaucoup plus une discussion, ce que je vais dire, une discussion de bistrot mais c'est pas pour ça que c'était pas bien, hein, c'est bien le bistrot aussi. Donc voilà. Et du coup, qu'est-ce que pour toi ça a donné quoi ce com déjà par rapport à la première version du com? Comment ça s'est un petit peu départagé entre les studios et donc les techniciens qui étaient un peu fléchés sur la post-production en tout cas? Comment ça a été, comment vous êtes un peu, je ne sais pas si c'est réparti le travail ou pas justement, est-ce que vous étiez en concurrence, est-ce que vous étiez plutôt à parler entre vous et comment ça se passe avec les chaînes? Ouais, alors en fait à la base, j'ai pas fini de répondre je repense à ce que tu disais tout à l'heure. En fait, moi je fais du montage son et du mixage, je fais les deux. Voilà, je ferme la parenthèse. À l'époque, de toute façon, c'était un peu, il y avait TBO et TVRN, donc à la base, mais je parle vraiment de la genèse. Hein. Il y avait les deux, donc du coup il y avait un peu Fred Hamelin qui était côté Finistère, moi j'étais côté Haute-Bretagne. Donc lui était plutôt, enfin c'était une espèce de truc comme ça un peu con, de dire voilà, il y a un mec à l'ouest, un mec là, bon ben voilà, c'était le début du truc, on est parti un peu là-dessus comme ça. Et puis après, il y a d'autres gens qui ont voulu rentrer dans le com, donc ce qui me paraît, enfin dans le com, rentrer dans le système. Moi j'ai appelé ça le système, je n'ai pas souvenir qu'on utilisait le mot com au tout début, c'était peut-être le cas, hein, mais moi je ne suis pas toujours très formaliste. Donc on a, entre Fred et moi, on se disait voilà, ça représente ça comme volume de travail, il y a des trucs qui vont se pointer, grosso modo,
on se partageait la Bretagne, voilà, mais il n'y avait pas un volume de production qui était énorme non plus. Il n'y avait pas vraiment de chiffres annoncés, c'était vraiment assez flou au début. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Hein. Après, peut-être qu'il y a des gens qui vous diront, ah non, pas du tout, c'était vachement carré et tout. Moi, je ne l'ai pas perçu comme ça à la base. Donc, du coup, après, il y a Nomad qui est rentré dans le système. Et il y a AGM aussi qui est rentré assez rapidement. Hein. C'est des gens qui sont rentrés assez rapidement. Le partage, il se fait un peu naturellement. C'est-à-dire qu'il y a des prods, moi je connais des prods qui systématiquement disaient bah, nous, on ne veut pas privilégier l'un plus que l'autre, donc on va faire alternativement dans différentes structures. Il y en a d'autres après par affinité, comme ça se passe beaucoup dans le métier. Il y en a par affinité qui bossent plutôt avec l'un ou avec l'autre. Enfin voilà, ça c'est assez classique. C'est assez classique. Il n'y a pas un partage de chiffre d'affaires. Je veux dire, à aucun moment il y a eu l'idée de dire voilà, on doit faire tant de films dans l'année, tant de machin, c'est comme ça. C'est pas aussi carré que ça. Chacun gère un peu, enfin les prods gèrent un peu leurs relations comme elles veulent. Quoi. Je veux dire, on reste quelque part des prestataires, mais on n'est pas des prestataires obligatoires. Il n'y a aucun moment où on doit dire bah, vous devez aller chez machin ou vous devez aller chez bidule. Quoi. Combien de films as-tu fait, toi, maintenant avec le com actuel, combien de... Parce que je crois qu'on est à la dernière année du com 3, c'est Ouais, ça ouais. Dernière année du com 3. Donc c'est un peu, peut-être pas le bilan, mais encore on est sur la fin. Combien de films ça correspond pour toi? Alors, très, très honnêtement, j'ai pas du tout préparé ça. J'ai pas, je vais pas lancer, je vais pas lancer le chiffre. Honnêtement, je peux pas dire exactement combien. Honnêtement, je sais pas. D'accord. Je suis pas capable de dire. Malheureusement, je vis pas que par le com. Donc, je m'entends. Je sais pas du tout. Moi, je fais pas de compta analytique. Hein, c'est pas trop mon truc. Je suis pas une multinationale, donc voilà. Donc non, très honnêtement, je sais pas. J'ai pas de. Et puis nous, on a quand même pas mal de décalage, comme on est la post-prod. Les films, il y a des fois les films, ils déboulent chez nous en post-prod 3 ans après la signature du com. Ça m'est arrivé de finir des com 2. 1 an et demi, voire 2 ans après que le COP 2 soit fini, on avait des films en post-prod parce qu'il y a des fois des trucs qui traînent vachement longtemps. Donc c'est dur de savoir enfin à quel moment l'attribuer, à quel COP l'attribuer. Quoi. Et est-ce que par rapport au fait qu'il y a un montant d'argent, on y reviendra peut-être, de comment l'argent est fléché et utilisé dans le cadre du com, mais il y a quand même une certaine somme d'argent qui est fléchée directement avec la post-prod. Est-ce que tu as l'impression que ça a amené un peu plus de confort ou un peu plus comme la post-prod arrive en fin de cycle de production d'un film, parfois c'est un peu le parent pauvre. Est-ce que le fait d'avoir une somme d'argent fléchée là-dessus a fait que les auteurs, les productions se sont dit ah tiens, finalement avec un peu d'argent en post-prod on arrive à faire beaucoup plus de choses, c'est très intéressant, enfin, c'est plus intéressant. Est-ce que tu as senti un peu ce levier ou... Ah bah total, non, ça faut être très très clair, ça a amené et la qualité et du boulot par la même occasion, mais il y a plein de gens qui à mon avis, s'il n'y avait pas le com, ne viendraient pas faire de post-prod. Parce qu'en effet, en fin de film, on sait bien, fond de tiroir, on n'a plus de sous, et puis on affecte rarement de l'argent en finalité, et alors je ne vais pas faire mon numéro, hein, mais oui, le son est quand même pas souvent le truc le plus fourni, et on a plus tendance à craquer les thunes à l'étalonnage qu'au mixage. Quoi. Voilà, c'est sans faire vraiment le côté Calimero, hein, soyons très clairs, mais je pense que non, c'est évident que ça a amené, et à mon avis, de la qualité, et puis du chiffre d'affaires pour nous. Quoi. Enfin, je veux dire, ça faut pas se voiler la face. Quoi. C'est de l'argent qu'on aurait, à mon avis, qu'on n'aurait jamais vu autrement. Enfin, jamais, très peu, quoi. D'accord. En tout cas, merci Henri de ces éclairages. Je vais te laisser à tes cours, puisque je crois que tu dois aller en cours. Ouais. Non, mais sinon, non, il y a un truc qui est important, c'est d'essayer de garder de la qualité, c'est-à-dire de la qualité, et puis qu'on communique. Moi, je trouve que, honnêtement, le com, c'est devenu un peu une grosse machine aujourd'hui. Mais je dis ça très, très, très gentiment, hein, c'est logique, hein, les structures, quand elles grossissent. Et du coup, je trouve qu'on a. Alors, bon, moi j'aime bien ce côté sympa, et comme je disais tout à l'heure, discussion de bistrot, sans tomber dans l'alcoolisme, attention.
Avec le côté... Allô? Oui. Ouais, Vas-y, continue. mais le côté sympa, je trouve qu'on a un peu perdu pied. Moi, je sais qu'au début, on a eu vachement d'échanges en disant tiens, il faudra améliorer ci, il faudra améliorer ça. Et maintenant, j'ai l'impression que comme on a plus de structure, il y a plus de monde dans le truc, etc. C'est devenu une plus grosse machine. Donc du coup, on est un peu éloigné de temps en temps. Alors, je suis pas un roi de la réunionnite, hein, mais j'entends de temps en temps j'ai des informations qui me viennent, et puis je dis, ah, mais attendez, moi j'ai rien vu passer là-dessus, je suis au courant de rien. Voilà, il y a des fois des trucs qui sont pris comme ça, des décisions. Moi je trouve que ce serait bien si on était un peu plus impliqués. Donc vous, dans votre structure, alors je sais que c'est pas simple, hein, mais dans ce que vous allez mettre en place, pensez à essayer de garder une implication importante des gens qui participent au com. Moi, je vois vraiment ça comme un partenariat et pas comme une histoire de clientèle, de business. Moi, j'ai envie que ça amène des choses positives et pas juste, c'est pas qu'une histoire de pognon, quoi. Et je trouve que, voilà, c'est le regret. Si j'avais un petit bémol, un petit regret à formuler sur ce qu'est devenu le com, c'est ce côté un peu devenu grosse structure et on perd un peu voilà, le côté humain de la chose. Voilà, donc si j'avais une préconisation à donner, ce serait celle-là. Mais c'est à peu près tout. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y a des questions que je peux relayer en plus, ou en tout cas c'est un bon éclairage que tu nous as apporté là, d'avoir le point de vue du mixeur son. Non, mais franchement, enfin, dans le bilan est vachement positif, quoi. Voilà, le seul petit bémol, c'est le côté, ouais, voilà, mais dès qu'une structure grossit, ça devient compliqué de gérer ça de manière aussi sympathique, on va dire, enfin aussi simple et sympathique, quoi. Voilà, c'est un peu le travers du truc, quoi. D'accord. Peut-être une petite dernière question, du coup, est-ce que dans ce que tu récupères comme film, enfin, du coup, comme tu n'as pas trop fléché, mais est-ce que c'est plutôt des producteurs régionaux qui viennent te chercher, ou est-ce que ça t'a permis aussi de travailler avec des productions extra-régionales, on va dire? Ouais, alors de temps en temps, il y a de l'extra-régional, mais on sent bien que dans l'extra-régional, et dans 99% des cas, c'est des Parisiens. Alors il y a quelques exceptions, mais très souvent, c'est quand même Paris. Très souvent, c'est un peu bon, viens chez toi parce qu'on n'a pas le choix, quoi. Voilà, ils le disent pas, mais on le sent lourdement des fois dans les propos. Voilà, ils disent voilà, on vient chez vous, mais sinon ils préfèrent avoir le fric et faire ça à Paname chez eux, quoi. Ça, c'est une certitude. Donc, à mon avis, il faut vraiment continuer à faire de l'apport à l'industrie et pas de l'apport en cash, quoi. Parce que sinon, ça, c'est sûr qu'ils vont. Enfin, bon, je pense que tous les gens qui sont autour de la table sont conscients du truc. Enfin, j'imagine. D'accord. Ok, et des questions de votre côté ou pas? Non. Une interrogation sur le lien du coup avec le réalisateur, est-ce que ça peut impliquer quand c'est imposé par l'extérieur, effectivement, une autre prod parisienne? Alors, Est-ce que ça vient attaquer alors Cécile Prader te demande justement dans le cadre de ses collaborations avec des productions parisiennes ou autres, quelle est la relation avec le réalisateur? Est-ce qu'il vient vraiment à reculons? Est-ce que c'est compliqué, ou est-ce que les rapports restent quand même restent cordiaux? Enfin, j'imagine, en tout cas, je ne vais pas vous mettre dessus, mais en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas trop de soucis avec les réalisateurs? Ben, on évite de se taper dessus d'abord parce que ça fait mal, et puis bon, c'est pas trop mon truc. Mais non, les rapports, bah, c'est propre à chaque personne. Il y a des gens avec qui ça se passe, mais quand on est en post-prod, par exemple, sur une fiction, sur un court-métrage, on voit les gens pendant 2 jours, quoi. Donc, enfin, on a 3 jours de boulot, mais comme il y a des histoires des imports, des exports et tout machin, ça représente à peu près 3 jours de boulot, c'est-à-dire qu'on voit le réel pendant 2 jours. Voilà, après, ça dépend. Enfin, il y a vraiment tout, quoi. J'aurais du mal à faire une règle. Ouais, j'aurais du mal à faire une règle. Donc, franchement, je crois que j'ai eu affaire à peu près à tous les cas de figure, quoi. Mais oui. Bah, c'est automatiquement un peu différent parce que les gars sont pas de la région. Et puis bon, enfin, je vais faire l'anti-parisianisme primaire, hein, je suis désolé. Mais j'ai l'impression que voilà, nous, quand même, on sait bien, mais ça fait pas longtemps qu'on a l'électricité et puis qu'on a plus de sabots, quoi. Donc, je fais un peu le con, mais
de temps en temps, on le ressent quand même. Quoi. Mais bon, ça, je pense qu'il y a peut-être des gens aussi autour de la table qui ont déjà ressenti ce genre de choses, sans être paranoïaque. Enfin, j'ai pas l'impression de l'être. Bon, ben merci beaucoup, Henri. Ouais. Et puis à plus tard, j'espère. Ouais, et ben également, bon courage et puis allez-y, foncez. Merci beaucoup, à plus tard. À plus, salut. Je voulais juste donner une précision oui, par rapport à la taille de la machine dont parlait Henri. Il parlait d'une époque où en fait ils étaient un peu deux sociétés, une à l'est et une à l'ouest. Aujourd'hui, on a à peu près constamment des demandes de techniciens, enfin de studios qui ouvrent et qui souhaitent rejoindre la liste des partenaires, parce qu'en fait, nous, on considère que c'est une liste de partenaires. N'importe qui respecte des critères de professionnalisme et d'équipement technique peut rejoindre la liste des partenaires techniques du COM. Donc, j'étais en train de regarder sur la post-prod son, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 studios, et en étalo, j'en ai 4, un cinquième là, qui vient de nous demander à rejoindre la liste. Donc effectivement, le paysage a changé, et il a changé aussi du fait du COM, avec un effet d'aubaine, j'y mets toutes les guillemets. Il a changé, ça ne vaut pas d'ailleurs que pour la filière technique, mais pour la filière ou pour la production, évidemment aussi. Il y a des sociétés qui s'implantent régulièrement en Bretagne du fait de l'écosystème qui s'est mis en place. Donc effectivement, c'est une machine plus lourde à faire fonctionner. Et je voudrais juste corriger une petite chose sur l'industrie. Alors c'est vrai que les chaînes sanctuarisent en fait une somme qui doit obligatoirement être dépensée dans un studio de post-prod en région. Et il n'y a encore pas si longtemps, on considérait que c'était un apport en industrie, c'est-à-dire que les chaînes acquittaient elles-mêmes les factures du studio. On disait, bon, voilà, telle société de production nous disait, moi je vais confier la post-production à l'oreille du chat. L'oreille du chat, donc c'est la société d'Henri, nous envoyait sa facture et on la réglait directement. Et sauf qu'il y a à peu près 2 ans, le CNC nous a dit, hop, ça c'est terminé, nous on ne reconnaîtra plus ça comme de l'apport en industrie des chaînes, dans la mesure où vous sous-traitez à l'extérieur. Donc on s'est dit... à l'époque, ça a été un peu panique. On s'est dit il faut qu'on trouve un moyen de biaiser et de continuer à soutenir la filière. Et donc, désormais, on attribue toute notre enveloppe. Donc, par exemple, pour vous dire les choses très précisément, sur un documentaire 52, nous, on est à 18 200 €. Et sur ces 18 200, il y a 6 005 qui est réparti précisément entre la post-prod son et la post-prod image, qui doit être dépensé dans un studio régional. Donc studio dont on me donne la liste. Vous voyez, moi j'ai un petit document que je remets au producteur au moment même où il nous présente un projet, c'est-à-dire qu'on contractualise vraiment en connaissance de cause. Et donc, au moment d'attribuer le numéraire, enfin de conventionner, on tranche l'apport et le dernier tiers n'est attribué que sur présentation, là-dessus on est drastique, que sur présentation de factures acquittées auprès d'un prestataire régional. Donc si la société n'a pas joué le jeu, ce qui arrive quand même très rarement, ou alors on nous prévient en amont, et c'est effectivement, comme le disait Henri, souvent des producteurs de courts-métrages parisiens. S'ils ne font pas la post-prod en région, ils ne touchent pas. Donc et puis sur un court-métrage, la somme et enfin le manque est important, puisque sur un court-métrage, on a un forfait d'aide à 8 000 € et il y a 4 250 fléchés sur la post-prod. Donc vous voyez, vous enlevez 4 250 des 8 000, ça fait un manque. Donc voilà. Et alors l'enjeu de l'apport en industrie, il est conséquent pour un producteur. Parce que ce qu'il faut comprendre avec le fonds de soutien à l'audiovisuel, c'est que plus vous avez un apport de télédiffuseur en tant que producteur, plus vous pouvez obtenir de financement du CNC. Donc évidemment, si votre télédiffuseur en tant que producteur, il ne finance que 10 400, c'est-à-dire le minimum pour avoir les 200 € à la minute sur un documentaire de 52 minutes, vous allez générer X euros. Si par contre, en plus de ces 10 400 €, la chaîne de télévision est en capacité de valoriser un apport en post-production,
qui peut chiffrer, ça dépendra de la post-prod, mais mettons 8 000 € ou 5 000 € etc. Ça va être un apport complémentaire. C'est bien plus que ça. Voilà, et ça peut être... Par ça peut, ailleurs, voilà. le devis de la fabrique France Télévisions. Exactement, si on va sur Télé France Télé, on est autour de 30 000 ou 20 000, enfin 24 000, ça dépend des documentaires. Donc en fait, vous doublez quasiment l'apport en industrie, et donc sur d'un budget qui 10 400 € grosso modo sans le générer. On a fait le travail avec nos producteurs, on arrive sur des budgets, si vous allez chercher juste la ProSirep, l'Angoa, autour de 50 000, 60 000 €. Vous avez la post-prod, vous tournez autour de 80, 90 000 €. C'est plus du tout la même économie, les gens sont mieux payés, les auteurs sont rémunérés correctement, etc. etc. Enfin, voilà. Bref. Mais du coup, il y a un vrai enjeu là sur la question de comment est-ce qu'on finance la post-prod. Parce que du coup, il vous faut les 10 400 € à minima en numéraire. Ça, il vous les faut pour financer les documentaires. Mais du coup, il vous faut, et vous, c'est des techniciens, je me doute que c'est aussi là où ça vous intéresse, et c'est logique. Nous aussi, ça nous intéresse vachement. C'est comment est-ce qu'on finance la part supplémentaire, complémentaire pour la post-prod. Et ça, si vous constituez le COM, il faut vraiment que vous l'ayez en tête. C'est-à-dire qu'il faut que vous réfléchissiez à une manière de financer. Alors, soit la région met l'argent sur la table en disant « Ok, j'ai pris ça en considération, et donc on est sur du 10 400 pour des 52 minutes, et puis on a, je sais pas moi, 5 000 € sur la post-prod, parce que du coup, ça fait un effet levier. » Nous, chez nous, on n'a pas pu faire ça, parce qu'on était à fond constant et qu'on avait l'argent pour financer les documentaires et qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Donc aujourd'hui, on est en vraie discussion sur comment on fait. Est-ce qu'on crée un groupement d'intérêt privé avec les chaînes qui investissent dans un studio de post-production sur la région, et donc du coup, vu qu'elles sont actionnaires du groupement, elles ont un droit de tirage, et donc du coup, elles peuvent valoriser le truc. Mais ça pose... alors, sur le montage, on se dit, ah, ça peut être cool, mais le problème, c'est que le technicien, il faut le payer quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas tout d'avoir le studio, il faut payer les gens. Et donc, du coup, c'est qui paye? Donc, et c'est vrai que là, les gens, enfin, je vous le dis, hein, tout le monde a un peu tendance à se renvoyer la balle, ce que j'entends, ce qui est assez humain. La région dira, ça serait peut-être aux télévisions de payer, mais les télé disent, ben oui, mais nous, on n'a pas de moyens, enfin, comment est-ce qu'on fait, etc., etc. Donc, c'est des choses qui sont, voilà, à prendre en considération, je trouve, sur la post-production. Ce que la Bretagne a vraiment réussi avec brio, quand même. Enfin, nous, on vous regarde toujours avec beaucoup d'envie, mais voilà. Peut-être Olivier, pour recentrer un peu sur les Pays de la Loire, remettre un petit peu le maillage des télévisions locales. C'est intéressant, voilà, à la lumière des expériences qui sont là évoquées à la fois par Pierre et Charlotte, dire où on en est en Pays de la Loire. Alors, le paysage effectivement de la diffusion en Pays de la Loire, il y a 5 chaînes locales, il y a Télé Nantes, il y a Via Le Mans Sarthe TV, il y a TV Cholet, il y a TV10 Angers et il y a TV Vendée. Et puis, il y a France 3 Pays de la Loire. Il n'y a pas de plateforme de diffusion. Il n'y a pas aujourd'hui de choses similaires à Cube, par exemple. Voilà. C'est un manque, et moi, j'aimerais bien qu'un jour aussi, quelque chose de ce genre puisse se développer, parce que c'est d'autres logiques de diffusion. Et voilà. Bon. Moi, je suis arrivé dans la région en janvier 2017, et j'ai eu vite à connaître qu'il y avait déjà, préalablement, depuis l'année 2014, un contrat d'objectifs et de moyens entre la région des Pays de la Loire et France 3 Pays de la Loire. C'est un contrat entre la collectivité et la chaîne. Le CNC n'intervient pas. Ça a d'ailleurs été un contrat qui a été initié avec la précédente majorité, juste pour dire effectivement qu'après, ce que j'évoquais comme étant la vision politique, elle peut transcender éventuellement les clivages. La majorité était socialiste auparavant, elle est, comme on le sait, aujourd'hui les Républicains. Qu'est-ce que disait et que dit toujours ce contrat d'objectifs et de moyens? Que la région délègue aux diffuseurs, donc à France 3 Pays de la Loire, sous forme triennale, un budget annuel. Donc le premier com c'était 300 000 par an, donc sur 3 ans 900 000. À partir de 2017, le premier com c'était 250 000, et aujourd'hui on nous fait une proposition à 200. Vous voyez, c'est en train d'atterrir. Pour faire quoi? Eh bien, pour à la fois favoriser le débat citoyen, la culture, le sport, pourquoi pas financer du spectacle vivant, du film documentaire. Qu'est-ce qui manque dans ce tableau-là? Alors déjà, il manque le CNC, et il manque, dans la configuration qu'on a évoquée tout à l'heure, cette instance de pilotage intermédiaire
qui fait que c'est vraiment la chaîne qui choisit. Alors, dans le contrat tel qu'il existe aujourd'hui, qu'il a été reconduit avec France 3 Pays de la Loire, il est bien spécifié noir sur blanc qu'évidemment la chaîne agit en toute indépendance éditoriale. Ça va mieux en le disant, mais enfin, bon, quand même. Dans les faits, sans exagérer, on voit bien que ça frotte. Voilà. On voit bien que dans le dialogue qu'on entretient, voilà, ça ne se passe pas toujours mal, hein, mais que deux visions ont du mal à cohabiter. La vision qui est la nôtre, qui est celle effectivement d'une indépendance éditoriale sur quoi il n'y a pas à se poser de questions, ni même à revenir, ni même à mettre en débat, mais aussi une orientation qui est la nôtre, qui est que nous, on souhaiterait que cet argent qui nous est confié aille au maximum vers la filière, aille au maximum vers des contenus, appelons-les comme ça, qui sont de l'ordre de la création, spectacle vivant majoritairement, magazine culturel qu'on a quand même pu faire, et films documentaires. Bon, on a effectivement en face de nous des gens qui pensent quelque part, même s'ils ne le disent pas comme ça, que nous confiant de l'argent, c'est leur argent, alors qu'en fait c'est le nôtre, et puis c'est de l'argent public après tout. Voilà, ils nous regardent peut-être plutôt comme des prestataires finalement. Donc on a eu à un moment donné des discussions sur la volonté, par exemple, qu'avait la région, de ce qu'on a fini par faire à un moment donné, parce qu'on faisait d'autres choses par ailleurs, des programmes courts qui nous disent grosso modo que les Pays de la Loire c'est formidable, avec des gens formidables, qui font des trucs formidables. On n'est pas exactement dans les purs de ce dont on vient de parler. Qu'est-ce qu'on a réussi à en faire quand même ces derniers temps, enfin ces dernières années? Un magazine culturel de très bonne tenue qui s'appelait Artothèque, où on a fait, c'était une série qu'on avait voulu fermer, donc de 14 numéros, qu'on a fait avec une société mancelle qui s'appelle Mythiki. Vous avez pu l'entendre tout à l'heure, peut-être Bertrand Guéry de la Cité du Film, qui était voilà, le producteur à qui on avait confié ça, donc avec des équipes régionales. On s'est servi de cet argent aussi pour faire du spectacle vivant, en soutien au festival. Là, cet été, on a tourné des choses au Festival des Escales, à Saint-Nazaire, on a tourné des choses avec Le Mans Jazz, donc ça sert aussi à irriguer ça. Mais on n'est pas, encore une fois, dans cette approche et cette vision qu'on souhaiterait avoir. Pour ma part, j'ai pris mon bâton de pèlerin en arrivant et je suis allé voir chacune des chaînes locales. Pour leur dire, mais vous savez, ça serait vachement bien si on faisait ça, etc. Donc, en prenant le modèle de Bretagne, et plus accessible en termes de montant, celui de la région Centre-Val de Loire. J'ai réussi à faire ce tour de table, donc à convaincre tout le monde. Nous sommes allés voir la région ensemble pour dire, voilà ce qu'on voudrait faire. Il y a quelque chose que je n'ai pas précisé, qui est très important. La gouvernance du contrat d'objectifs et de moyens région Pays de la Loire, France 3 Pays de la Loire, n'est pas situé au service de la culture. Il est situé à la communication. Et dans l'organigramme de la région des Pays de la Loire, comme dans toutes les régions, la communication, c'est un service qui dépend du cabinet. Et le cabinet, c'est la présidence, donc on est quand même fortement teinté politiquement, quelle que soit la majorité à l'œuvre. C'était comme ça, encore une fois, sous la précédente majorité. Donc, il y a quand même quelque chose d'un manque, de lâcher prise, très clair, dans cette configuration-là. D'où la difficulté que j'évoquais tout à l'heure, de dire, mais voilà, moi j'ai affaire à des gens, et je jette la pierre à personne. C'est compliqué, ces trucs de COSIP, de CNC, enfin, il faut s'y mettre pour comprendre quand même. Donc, on n'est vraiment pas dans cette approche-là. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu jusqu'alors pour essayer d'inviter la région à décentrer déjà le pilotage de ce com à la culture. Il y a des raisons qui sont internes, il faut interpeller la région là-dessus. Je n'ai pas de réponse à offrir à leur place. C'est leur organisation, c'est la façon dont ils voient les choses. Je pense qu'on peut les aider peut-être à décentrer et avoir une autre vision. En tout cas, on va s'y employer. Moi, je m'y suis employé. Je suis heureux que la plateforme, dont je suis par ailleurs administrateur, souhaite prendre aussi en charge ce dossier et en faire un axe de développement. Clairement, on n'y est pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il y a eu le Covid, il y a eu le fait que Télé-Nantes, qui était un des acteurs majeurs, a tourné le dos au modèle qu'il avait de production, et notamment de production documentaire et de production de spectacles vivants, pour adopter un modèle de chaîne tout info.
Ça, c'est eux que ça regarde. Ils se sont séparés de leur activité de production, du personnel et du car qui allait avec. Le GIE des chaînes locales Pays de la Loire a explosé, n'existe plus. TV10 Angers est à vendre. TV Vendée se vit comme la Vendée, c'est-à-dire à part. Voilà. Je garde des liens avec Le Mans TV. C'est des gens avec qui j'ai envie de travailler. Et on verra dans les années à venir, en tout cas, si sur cette base-là, qui est peut-être un petit noyau, on peut réussir à faire quelque chose, mais surtout à inviter la région à peut-être reconsidérer sa position. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait de frein véritablement, pour être honnête, politique à ça. Je pense que c'est des questions d'organisation. Je ne sais pas comment est staffé, comme on dit, le service culture de la région. Je pense, on entend beaucoup dire, voilà, pour quand même fréquenter Guylaine assez fréquemment, que voilà, il n'y a pas beaucoup de monde pour suivre les affaires de l'audiovisuel et du cinéma. Donc évidemment, hériter de ça en plus, c'est quelque chose. Faire une convention avec le CNC, si tant est que le CNC parte aujourd'hui, dans les temps où on est, on va en discuter bientôt. C'est un travail, il faut la produire, la convention. Enfin, il y a un petit boulot, quand même, mine de rien. Donc, voilà. Ben parce qu'il n'a pas été sollicité. Il y a deux choses. Parce qu'il n'a pas été sollicité, première chose. Deuxième chose, c'est parce que le CNC a annoncé depuis 2020, voilà. 2019, pardon, depuis 2019, donc il y a plusieurs directions au CNC. Donc direction audiovisuelle, direction du cinéma, et il y a la direction de la coopération territoriale, donc qui est normalement la direction qui travaille donc depuis les années 90 avec les régions et qui signe ces fameuses conventions triennales, et CNC est la région. Et jusqu'à présent, globalement, les régions proposaient un budget. Elles disaient, voilà, moi je vais mettre, je sais pas moi, 2 millions sur la table. Et le CNC disait, ok, bon, il y a une règle d'abondement qu'on appelle 1 euro pour 2 ou 1 euro pour 3 pour le com. Ok, on fait le calcul, voilà ce que nous, le CNC, on peut mettre. Il n'y avait pas de budget maximum. Et en fait, depuis 2019, avec les obligations, en tout cas, on est rentré dans une logique d'économie. Bref, je ne vais pas vous la faire, vous la connaissez tous, toutes. Bref, le CNC a annoncé en 2019 que le budget de la direction coopération territoriale n'augmenterait plus, qu'il était à son maximum. Donc, vous avez quand même une région qui part avec un gros problème maintenant. Ça a été le cas en Bretagne. Juste pour vous dire, la Bretagne avait prévu une augmentation de fonds de 3 millions d'euros sur 3 ans, augmentée progressivement. Et l'année où ils ont annoncé ça au CNC, où ils voulaient lancer la machine, le CNC leur a dit très bien, tant mieux pour vous, c'est cool les gars, mais non, on n'y va pas. Donc en fait, ils avaient mis quand même dans leur plan de financement et dans leur progression progressive du fonds, ils avaient quand même envisagé le 1 pour 2 du CNC, quoi, qu'ils n'ont pas eu. Donc il y a eu quand même après une volonté politique, et c'est aussi quand même à souligner et à saluer, de dire on y va quand même sans le CNC. Il y avait eu tout un travail derrière pour aller chercher les EPCI et donc les métropoles pour abonder aussi le fonds en même temps que la région. Bref. Donc là aujourd'hui, si vous avez une région qui veut monter le com, soit elle décide de remettre de l'argent d'ailleurs, mais en tous les cas, le CNC va lui dire écoutez, moi mon budget il est bloqué, il est fermé. Donc l'abondement, je peux faire les 100 000 euros sur le com si vous voulez, mais il va falloir prendre cet abondement peut-être d'un autre dispositif que vous n'avez pas. À moins que le CNC trouve des marges de manœuvre d'ailleurs, etc. Parce que ça peut exister quand même. Pour rebondir sur ce que dit Olivier, nous aussi on avait des coms existants avant de mettre en place le com. Voilà. C'est qu'en fait il y a différents types de contrats d'objectifs et de moyens. En fait un contrat d'objectifs et de moyens ça veut tout et rien dire, ça dépend des objectifs que vous définissez avec vos chaînes de télé. Donc effectivement, nous on avait des contrats d'objectifs et de moyens à la base avec BIP TV et Télétour, donc vraiment deux chaînes de télé qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, une qui est de la PQR et une autre qui est publique, et des contrats d'objectifs étaient exclusivement portés sur l'information, pareil, comme tu disais, donc objectif valoriser le territoire, rattacher la direction de la communication, pareil, donc très très politique, mais l'argent qui était alloué c'était de l'argent au fonctionnement, pas de l'argent en investissement. En fait, ce qui a été fait en région centre, ça n'avait pas été de supprimer le fonctionnement de chaînes de télé, parce que ce sont des petites chaînes locales, et que sans cet argent-là, pour vous dire, pour le coup, la région est assez généreuse sur ses fonctionnements. Il y a 200 000 euros qui sont financés chaque année à Télétour pour son fonctionnement, et 150 000 euros pour BIP TV, donc chaîne publique. Donc ça veut dire que la région finance 350 000 euros rien que pour le fonctionnement, en plus
Donc aujourd'hui, des 400 000 euros qu'elle met sur la table pour l'investissement et qui va directement sur la production de contenu documentaire, court-métrage, magazine culturel, voilà, auquel viennent s'ajouter les 100 000 euros du CNC. Voilà. Mais donc voilà, c'est aussi là où du coup le com il est vachement structurant parce que ça permet de penser le fonctionnement d'une chaîne avec les investissements et donc c'est une manière, mais vous n'avez pas super bien grâce à la plateforme parce que du coup vous discutez déjà pas mal entre vous, c'est super je trouve, mais du coup de pouvoir mettre en contact des filières techniques, des filières d'auteurs, des filières de producteurs avec des télédiffuseurs, quoi. De se dire ok, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Oui, clairement, on part de loin. C'est sûr qu'il y a eu un tournant. Il y a eu un rendez-vous manqué, je pense. Il y a eu un grand rendez-vous manqué en Pays de la Loire. Et en plus, sur différents niveaux, on parlait tout à l'heure des médiateurs. On est en retard là aussi, parce qu'il y a plus sur 13 régions qui des médiateurs. Voilà, on est en retard sur tous les. Donc là, l'enjeu, ça va être de réussir à voir si on peut pas. On a des nouveaux élus, même si ça reste quand même la couleur politique. Après, c'est des questions de personnes aussi qui incarnent des questions. Ils ont quand même annoncé que le cinéma était une priorité de Christelle Morançais et que donc du coup Isabelle Leroy allait forcément porter la volonté du cinéma. Alors on va essayer de voir avec Lise Baron et Yann Tibor ce qu'il en est et vraiment ce qu'il y a derrière cette volonté de faire avancer le cinéma. Juste petite, je me permets de faire un petit appel du pied parce que ça fait 3 ans qu'on le fait nous de notre côté avec toutes les difficultés que ça implique, mais c'est vrai que on le porte avec vous depuis 3 ans maintenant, le label interrégional. On l'a fait sur le volet formation, sur le volet production, on estime qu'il y a des choses aussi à développer. Et clairement, sur les contrats d'objectifs et de moyens, on pense qu'il y aurait des choses intéressantes à faire. Alors, évidemment, ça pose des questions parce qu'il ne s'agit pas d'aller... Enfin, voilà, il y a de l'argent qui rentre en jeu, et donc il ne s'agit pas d'aller vider les caisses de celui qui en donne le plus pour financer... Voilà. Mais en tout cas, dans la circularité des œuvres, dans le fait d'avoir peut-être aussi plus... Enfin, j'arrive dans la diffusion des œuvres, le fait d'avoir potentiellement plusieurs chaînes qui sont au financement des œuvres, ça permet aussi un meilleur rayonnement, une meilleure diffusion. Voilà. Et puis, on se dit que voilà, sur les apports, aussi, il y a peut-être possibilité d'augmenter les apports, de penser aussi la question de la post-production dans ces cas-là. Enfin, nous, on y voit plein d'avantages. Évidemment aussi, parce qu'on a toujours... Je vais être vraiment très transparent avec vous, il y a toujours ce problème de limite de moyens. Donc c'est vrai que la mutualisation, pour nous, elle nous semble pertinente à cet endroit-là, de voir comment, si sur le com on aide, comment est-ce que par ailleurs on peut aider sur autre chose, quoi, par exemple. Voilà, ça c'est des choses aussi sur lesquelles on sait qu'on peut... Oui, tout à l'heure je parlais de l'interrégional dans la présentation, c'était évidemment pour évoquer, vous avez mentionné le label de Centre-Mouvement, mais c'est l'idée, c'est-à-dire d'avoir ces synergies entre Centre-Val de Loire, une Bretagne et notre région, pour justement aller plus loin. Et effectivement, on en a parlé depuis quelques temps, c'est une question de contrat d'objectifs et de moyens. Film en Bretagne, dernière, on rencontre Film en Bretagne, a fait un entretien avec René Osso, de TVR, présidente aussi de West Media Lab, d'ailleurs, qui est basée à la centrale à côté de nous. Et je vous invite à aller regarder sur le site de Film en Bretagne, il y a un Film en Bretagne. Ces entretiens parce qu'ils sont passionnants. Il y a un entretien donc René Rousseau, il y a aussi un entretien avec un réalisateur et une productrice qui a bénéficié du Com Bretagne et puis aussi l'Alsace. Donc il y a des choses qui peuvent permettre de comprendre la vertu des dispositifs. Et en tout cas, René Rousseau dans cet entretien, si mes souvenirs sont bons, évoque le fait qu'elle est ouverte à l'élargissement. Donc voilà, nous on est un petit peu juste au milieu entre ces deux régions et ça paraît assez évident qu'en fait on a deux motrices avec nous sur lesquelles il faut qu'on s'accroche pour prendre le vent et avancer. Donc évidemment c'est partie des questions qu'il va falloir se poser dans toutes ces réflexions. Sachant qu'on a ouvert, du coup Aurélie a été hyper motrice là-dessus, hein. Ça, c'est vrai que c'est l'interrégionalité. Elle la porte, et la Bretagne la porte depuis des années déjà avec Cécile. Enfin, avant que Franck n'arrive, mais Franck le continue, dans la continuité. Mais on a lancé, grâce au syndicat local.tv, en fait, on a lancé les chaînes de local, notamment bretonnes, et avec la région Centre-Val de Loire, on lançait un appel à projet interrégional, en fait, via les COM. L'idée était d'avoir des programmes qui soient d'autres régions, mais qu'on puisse financer, et qu'on essaie de créer une synergie. Le problème, c'est que les appels à projets ne fonctionnent pas des masses, en fait.
C'est-à-dire que je pense que si on veut vraiment monter sur l'interrégionalité, on a vu un peu la limite. Alors un producteur, quand il produit, il ne va pas produire en fonction de l'appel à projet qu'il a. Il va produire parce que l'auteur, il le connaît bien, parce que le projet l'intéresse, etc. Donc, c'est pas très utilitariste la prod. Enfin, on n'est pas trop dans cette logique-là, ce qui me paraît logique, et tant mieux. Mais du coup, oui, ça pose beaucoup de questions et ça peut être hyper intéressant de voir ce qu'on pourrait inventer de ce point de vue-là, quoi. Et toujours à respecter, je trouve. Enfin, c'est la logique aussi de la coopération interrégionale. C'est pas forcément de demander des apports égaux, mais des apports équitables. C'est-à-dire de voir en fonction des moyens et des ressources de chacun ce que chacun peut mettre au pot et comment est-ce qu'ensemble on peut construire quelque chose de plus intéressant. Mais voilà. Et alors, moi, déjà, je remercie Nicolas et Damien. Voilà, je fais un petit mot sur le fait que vous ayez porté cette question aujourd'hui au bureau des techniciens, parce qu'évidemment, vous allez voir que c'est un chantier majeur, qui va nous prendre certainement beaucoup de temps, si on y arrive. On espère qu'on va y arriver, bien évidemment, et que c'est important qu'en fait les gens s'en emparent, qu'en fait il y ait une compréhension. On ne peut pas être la plateforme en tant qu'association professionnelle, ne peut pas apporter simplement sur mon équipe et puis quelques administrateurs un projet comme ça. Ça a besoin de prendre racine parmi les professionnels, c'est-à-dire que les gens se sentent interpellés par le fait que c'est impossible. Pierre, tu as dit tout à l'heure. Charles. Claire, c'est la région. Tu as dit tout à l'heure qu'effectivement, j'étais partie de Film en Bretagne, parce qu'en fait, c'est vrai que Film en Bretagne, c'est une fédération professionnelle qui date des années 90, qui a une longue histoire derrière elle, et donc du coup, c'est vraiment aussi le fait que les gens se fédèrent avec leur présence, qui fait qu'à un moment donné, on porte une voix. Et tant qu'on porte une voix de manière très collective, très forte, on a des pouvoirs politiques qui ne nous identifient pas comme existants dans le paysage. Alors ce paysage, il évolue, on voit très bien des gens arriver chaque année. Les gens ne sont pas encore complètement identifiés, beaucoup sont encore seuls. Bon, on est quand même éparpillés sur un territoire, voilà. Mais plus on arrive à faire collectif, à être visible collectivement en force à des moments clés de l'année, plus on est identifié aussi par le conseil régional. Tout ça, c'est un mouvement. Juste pour dire, en région centre, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Cyclic a poussé pour la création du COM. Ça faisait partie du projet de Philippe Germain quand il est arrivé à la direction. Bon, les services ont accueilli la note. En l'occurrence, j'étais dans les services à la région. Donc j'ai reçu la note. Je sais pas, c'est chouette et tout. Bon, politiquement, c'était pas tellement suivi. Et derrière, on a eu une lettre du collectif des producteurs, une lettre du collectif des auteurs qui dit on veut un com. Et alors là, je peux vous dire que politiquement, c'était plus la même musique parce que voilà, c'est autre chose de recevoir quelque chose d'un service, même déconcentré, voilà, une instance politique sur laquelle vous avez plus ou moins la main. C'est autre chose de recevoir d'élus, d'électeurs et d'acteurs sur le territoire, quoi. Et en fait, ça a donné lieu au com. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que moi ce que j'entends là, c'est que ça ne peut être que bon pour nous, nous techniciens et nous prestataires techniques, et que peut-être que c'est ça la suite qu'on pourrait donner à cette table ronde, c'est se regrouper à ceux que ça intéresse pour produire. Pour en faire un sujet, je pense que voilà, c'est la première étape, c'est que ça soit un sujet. Donc effectivement, que notre connaissance minimale, technicien, producteur, diffuseur évidemment, soit partagée pour qu'effectivement ça devienne un sujet. Ça, c'est très important. Sérieusement, si vous avez tous les acteurs qui veulent le faire, je ne vois pas pourquoi politiquement ça poserait problème, quoi. La grande difficulté que nous on avait, c'était, on a eu la chance de travailler avec Valérie Giacomello, qui était aussi une des grandes investigatrices du COM, qui a été la première à venir en région, qui était directrice de France 3 Centre-Val de Loire. Première année à son arrivée, 2017, ça a tout coïncidé. Hein. Il y a vraiment eu un alignement des planètes qui a dit, nous on arrive, on veut mettre un COM en place, on a envie de travailler avec les autres télés. À côté de ça, les producteurs, les auteurs qui disent ok, on veut y aller aussi. Alors après, il y a de la négociation sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on finance et tout ça. Mais bon, voilà, le pouvoir politique, on s'est dit ok, si tout le monde veut y aller, il n'y a pas de raison d'y aller, de ne pas y aller, quoi. Mais vous avez de la chance. Enfin là, pour le coup, vous avez quand même des tas d'acteurs. Je trouve ça plutôt enthousiasmant. Je pense qu'il y a une vision aussi un peu politique de l'audiovisuel, un peu bien sûr étonnante en Pays de la Loire. On parlait de la com. Et il y a du mal à imaginer que ça peut être à la fois une industrie, à la fois de l'artistique. C'est encore très centré com, et c'est là où... Com et info. Moi je m'emploie depuis 4 ans. Bon,
bout d'un moment, ça commence à rentrer. Chaque fois qu'on fait une projection, quand on voit un premier plan, quand on va au Festival de la Roche, quand on fait les avant-premières là où on les fait, de dire que voilà, vous connaissez France 3, les actualités régionales, c'est ça. On est aussi, parmi d'autres, un acteur culturel. C'est important que vous le sachiez. Voilà, on a des budgets pour ça, on coproduit des choses pour ça. Mais c'est un travail de très longue haleine. Et la perception qu'a effectivement le politique, elle est quoi? Est-ce qu'ils vont m'interviewer? Est-ce que je vais passer dans le journal? C'est ça leur truc. Hein. Donc la vision, effectivement, elle est un peu étroite. Donc moi, mon travail, c'est de passer un peu en cinémascope. Quoi. Et du coup, c'est là où, tu vois, politiquement, je trouve que c'est intéressant d'essayer de montrer que tu peux concilier les deux. Oui, C'est-à-dire qu'en fait, on a essayé, alors, sur le contrat tu vois, sur le court-métrage, donc il y avait un gros enjeu pour nous, parce que, enfin, bon, voilà, on a un directeur qui vient en plus de l'agence du court-métrage, donc, enfin, historiquement, c'est quelque chose qu'on finançait beaucoup, mais c'est vrai que vu qu'on a un budget constant depuis quelques années, quand on a créé le COM, notre objectif c'était de se dire on responsabilise les chaînes de télé aussi dans le financement des courts-métrages alors qu'elles n'en font pas. Et du coup, on s'est dit, mais tiens, parce que les chaînes de télé ne finançaient pas le court-métrage, donc elles ne savaient pas trop comment le diffuser. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi on ne créerait pas un événement, quelque chose d'événementiel qui permettrait aussi de rapprocher la chaîne de télé des habitants, qui permettrait de valoriser les courts-métrages qui ont été financés, etc. Et donc on a créé en mars 2021 un événement qu'on appelle maintenant l'événement émergence, avec l'objectif de dire, voilà, il y a des rencontres auteurs-producteurs, et puis des interviews au sein des chaînes de télévision, des jeunes auteurs qui ont été financés sur le territoire, soit via le COM, soit via Cyclique, voilà, montrer la région a des talents, voilà, tout ça. Et puis forcément de valoriser la politique qui est derrière. Mais du coup, on a réussi à créer en fait un événement à dimension politique, mais tout aussi structurel aussi et vertueux pour la filière professionnelle. Et bon voilà, c'est là, ces endroits-là, c'est intéressant de reconnecter aussi. Voilà, la culture, c'est pas qu'un coup, ça a contribué à un projet politique global. Et je crois que c'est toujours un peu ça aussi, notre enjeu aujourd'hui. Pas un truc à part. On peut être rappelé quand même que pour en savoir plus, sur le site de Cyclique, ils font un travail formidable en général, et sur ce point particulier de recensement, des coms, des sommes en jeu, de à quoi ça sert, sur le site de Cyclique. Vous allez, il y a vraiment de la ressource, un peu comme sur le site de Film en Bretagne, c'est deux sites sur lesquels on trouve beaucoup de ressources sur l'audiovisuel, sur les politiques audiovisuel et cinéma en région, et moi je vous encourage à aller visiter ces sites qui sont très bien faits et très riches. Ça s'appelle le Panorama, c'est cyclique/panorama.fr. Et du coup, vous avez effectivement un recensement par an de l'ensemble des politiques territoriales mises en place en faveur du cinéma et de l'audiovisuel. Et donc vous avez tous les chiffres. Ça c'est vachement bien. Ça peut aider. Ça peut vous permettre de comparer, de voir le nombre de coms qui existent, comment est-ce qu'ils sont financés, qui sont les personnes aussi référentes. Ça permet de voir du coup si c'est rattaché à une direction plutôt communication ou plutôt culture. Voilà. Ouais. En Grand Est, par exemple, en fait, c'est une direction double, enfin à deux têtes, encore rattachée à la com quand même majoritairement. C'est les budgets de la com, mais ils ont mis en place une dimension culturelle, donc la direction de la culture est associée. Mais il peut y avoir un enjeu pour vous aussi. Hein. Je veux dire, honnêtement, que ça soit rattaché à la communication, c'est pas forcément si grave, parce que ça veut dire que ça vient pas amputer les crédits culture. Enfin, si je peux me permettre, d'un point de vue stratégique. Oui, l'idée étant pas de l'idée, c'est quand même de faire partir le budget de voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est que vous vous en moquez pour vu que le com existe et qu'il est financé. Savoir par quoi il est financé, comment il est financé, tant que ça ne se fait pas au détriment d'autres choses, vous aurez gagné. Enfin, voilà, c'est pas inintéressant. Bon, c'est pas gagné, mais c'est pas inintéressant. C'est surtout qu'il y a, on peut y voir une Nantes qui a beaucoup communiqué par le biais de la culture. Ouais. Donc il y a quand même des liens entre. Voilà, je pense à la région Hauts-de-France, en favorisant Bruno Dumont, qui a un regard particulier sur la. Mais je pense que c'est un regard particulier. Et du coup, ça identifie la région. Voilà, et rien n'empêche on n'a pas d'imaginaire identifié. Et donc s'il y a des gens de l'extérieur qui tout d'un coup s'intéressent au territoire, forcément c'est intéressant pour tout le monde. Et pour le service comme aussi. Complètement. Je pense dans le Grand Est, il y a toujours un truc autour de la communauté urbaine de Strasbourg. Ouais, toujours, voilà. Ouais, donc il y a aussi une action vis-à-vis de la création, de visuel et du cinéma qui a, elle aussi, une
forme de com avec Alsace 20. Ouais, je crois, ouais. Voilà, donc plus délimité strasbourgeois, mais qui n'est pas ridicule du tout. Alors pour compléter, donc dans cette même veine, TVR gère depuis le début de cette année un nouveau programme de soutien qui s'appelle Tempo et qui est lui financé par la direction de l'économie de Rennes Métropole. Et qui est peut-être le fonds sur lequel on expérimente le plus d'ailleurs, puisqu'on a trois lignes de force qui sont l'émergence, l'expérimentation et l'économie évidemment, donc en termes de retombées sur le territoire métropolitain. Mais sur la forme, le format, le genre des œuvres soutenues, là on est absolument libre des thématiques et des formes. Alors, c'est un petit fonds, c'est quand même un fonds à 300 000 € qui vient se greffer au COM, ce qui est quand même... Non mais c'est vrai, à 1,7 million, tu sais même plus ce qui est petit, quoi. Je suis désolé, hein, mais... Alors, c'est un programme qui s'est mis en place dans le cadre du plan de relance, donc on n'est pas absolument sûr qu'il soit pérennisé, mais on fait tout pour en ce moment, en tous les cas. Mais ce qui est intéressant dans du plan de relance, et pour être sur ce schéma-là, c'est qu'un COM qui est quand même triennal, ça donne un peu de visibilité quand même. Tout à fait. Voilà, on n'est pas pour un truc, que ce soit dépensé. Voilà, c'est que 3 ans, mais c'est quand même 3 ans. Vraiment pour les questions de post-prod qu'on évoquait tout à l'heure. Très bien. Merci beaucoup. Merci.